Bonjour, je m'appelle Malika, je suis tricologue et experte en soins capillaires holistiques et j'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques capillaires avec une approche intégrative, globale, dans mon cabinet parisien dans le Marais. Oui, le minoxidil est un hypotenseur. À la base, on s'est rendu compte que quand on le donnait à des gens hypertendus, ils avaient une augmentation de la pilosité, et notamment des cheveux, simplement parce que le minoxidil est un vasodilatateur, donc il augmente la taille des vaisseaux sanguins, donc les cheveux reçoivent plus de sang, mais pas que du sang, ce qui est à l'intérieur du sang, donc les nutriments, et donc ils poussent rapidement, et les résultats sont plutôt probants, mais à l'arrêt du minoxidil, souvent tout s'arrête. Normalement, on doit attendre entre 4 et 6 mois pour avoir les premiers effets, mais les effets sont assez positifs, favorables, vraiment. Voilà, le minoxidil, c'est super. Mais grosse red flag parce que les effets s'arrêtent à l'arrêt, que ça peut provoquer des irritations, des démangeaisons. Il y a certains cuirs chevelus qui ne le tolèrent pas, parfois même jusque de la tachycardie, parce que il y a la vasodilatation, pas que des vaisseaux du cuir chevelu. Et des cuirs chevelus gras, et pour les cuirs chevelus gras, c'est aussi moins toléré. Il y a aujourd'hui des nouveaux actifs biotechnologiques, biomimétiques, qui vont imiter les fonctions du follicule pileux dans le principe de régénération cellulaire. Ok, donc ils vont jouer un rôle dans la régénération cellulaire des follicules, donc produire un cheveu de meilleure qualité et aider les cheveux à mieux se comporter. Donc dans le lot, il y a le Redensil, l'Aminexil, le Bicapil et le Capixil. Voilà, donc ça, c'est les 4 que vous retrouvez sur le marché. Et les 4 ont des effets sur l'ancrage du cheveu, sur le renforcement du follicule. D'autres vont être des inhibiteurs de la alpha-réductase de la DHT. Donc généralement, quand vous trouvez ces actifs dans des produits, c'est plutôt un bon signal. Donc je vous recommande plutôt d'aller vers ces actifs-là parce qu'il n'y a pas d'effet d'accoutumance et ils sont mieux tolérés et plus doux pour le cuir chevelu. Alors, il y a 2 grandes catégories de chute, l'alopécie androgénétique et l'effluvium télogène. L'effluvium télogène va être souvent réactionnel, en réaction à une perturbation hormonale, une réaction à un postpartum, qui est aussi une perturbation hormonale puisque c'est lié à la chute des oestrogènes, à un choc émotionnel, mais disons, il va se passer quelque chose physiologiquement, dans la structure physiologique de la personne, et en réponse, souvent à 3-4 mois, il va y avoir cette chute-là. La particularité de l'effluvium télogène, c'est qu'il est censé se réguler par lui-même si les conditions sont revenues à la normale, si la zone de stress est éloignée, s'il y a eu rééquilibre hormonal. Sinon, ça va devenir un effluvium télogène chronique et ça peut venir même se cumuler à une alopécie androgénique puisque si les niveaux d'hormones continuent à être élevés, ça peut déclencher derrière une alopécie. Donc c'est cumulable. Et pour la AGG, on va être sur une composante héréditaire et hormonale. Donc là, on est sur la réceptivité aux hormones androgènes, donc aux hormones issues de la testostérone, aux hormones mâles. Donc disons que pour l'alopécie androgénique, il y a une prédisposition, là où l'effluvium est plutôt réactionnel. Alors l'alimentation est ultra importante pour les cheveux puisque il y a une grande phrase qui dit ton alimentation est ta médecine, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Hippocrate qui disait ça. Mais le cheveu, je vous l'ai dit, donc il pousse par le sang et par le sang il y a absolument tout ce qu'on ingère. Le cheveu, il est quand même formé d'une structure kératinique qui a énormément besoin d'éléments de zinc, de soufre, de protéines en fait, d'acides aminés pour se constituer. Et par ailleurs, on l'observe très bien quand il y a des carences, quand il y a un manque de fer, ça vient produire un cheveu fin, mou, dévitalisé. Et il y a même des alopécies liées à de la malnutrition, de la dénutrition. D'ailleurs, on voit beaucoup dans certaines lignées des chevelures très affaiblies qui sont affaiblies par des guerres qu'ont connues des grands-parents, des arrière-grands-parents, parce qu'il y a eu une véritable malnutrition et qu'on peut retrouver dans des chevelures fines. Et là, pour le coup, c'est vraiment structurel. Donc l'alimentation est clé et le cheveu est très énergivore. Donc l'alimentation idéale pour le cheveu, c'est l'alimentation parfaite, celle qu'on dit manger équilibré. Il faut beaucoup d'oméga 3, du fer héménique, du zinc, du cuivre, du sélénium, des minéraux, des protéines, mais jamais en excès parce que l'excès de protéines peut être acidifiant et venir aussi inflammer les follicules pileux. Donc c'est vraiment l'alimentation parfaite, pareil, pas trop de café, pas trop d'alcool.
Oui, alors donc il y a plusieurs sujets dans les compléments alimentaires sont très intéressants, notamment quand on traverse une phase de chute, une phase de fragilité capillaire, quand on sait qu'on est sujet aux chutes saisonnières, par exemple, parce que ça va amener, disons, un coup de pouce et envoyer l'information au follicule qu'il n'est pas seul, en apportant des nutriments. Et comme vous l'avez compris, il y a quelque chose de l'ordre de la survie dans le cheveu. S'il sent qu'il n'a pas assez de nutriments, son réflexe va être de chuter en espérant que le cheveu suivant, il a les meilleures conditions nutritives pour pousser. Donc, le truc, c'est que le choix des compléments est hyper important. Il faut qu'ils soient biodisponibles, puisque la trace laissée par un complément biodisponible sera meilleure pour le cheveu, d'un point de vue de la mémoire cellulaire, ok. Et par ailleurs, les sujets de biodisponibilité sont importants parce que quand on prend des compléments cheap formulés avec des composés, des actifs chimiques qui sont moins chers souvent, ça va venir déséquilibrer le microbiote, pardon. Quand c'est biodisponible, ça veut dire que c'est directement assimilable par l'organisme. Et ça évite à notre microbiote de faire un chemin et un travail qui, parfois, pour des microbiotes plus fragiles, peut être problématique. Voilà, donc si vous choisissez des compléments alimentaires, il faut qu'ils soient biodisponibles. Donc, allez regarder les formes. Souvent, les compléments alimentaires doivent quand même avoir un certain coût. Par exemple, je dis n'importe quoi pour le magnésium. La meilleure forme, c'est le biglycinate, par exemple. C'est la forme la plus chère. Le problème avec les compléments alimentaires, c'est qu'ils marchent tous, puisque le cheveu ne fait pas bien la différence entre un actif de bonne qualité ou de moindre qualité, donc il va pousser simplement à l'arrêt du complément, donc souvent environ 3-4 mois. Le cheveu va rester à l'état de baby hair, va pas devenir un long cheveu avec un calibre qui augmente. Il peut même chuter parce qu'en fait, le follicule, dans son intelligence, il va observer qu'il a plus du tout les mêmes nutriments. À l'inverse d'actifs plus biodisponibles qui vont laisser une trace beaucoup plus pérenne, quoi. Donc, et par ailleurs, il y a des vrais dangers avec les compléments alimentaires, c'est qu'il y a des effets de surdosage. Les gens ne savent pas ce qu'ils prennent, ils peuvent se surdoser en certains actifs et ça peut être très délétère, notamment le zinc qui est très utilisé pour le cheveu. C'est un stimulant qui fonctionne très bien comme le gingembre. Tu as plein d'actifs comme ça qui sont stimulants. On va retrouver aussi du curcuma, ce genre de choses. Mais comme je te l'ai dit, pour les cuirs chevelus sensibles, c'est pas idéal, quoi. Parce que ça va produire, ou les cuirs chevelus inflammatoires, ça va accentuer l'inflammation qui est parfois responsable de la chute de cheveux. T'as vraiment, si le cuir chevelu il se dit, mais attends, là, il y a une sursollicitation, une surstimulation, il va estimer qu'il n'a pas les bonnes conditions de pousse et il va faire chuter le cheveu. Donc, la caféine, pour moi, elle est bien pour des cuirs chevelus sains, on va dire, tu vois, en dehors de la chute, qui n'ont pas d'aspect rosé, irrité, inflammé. Ce serait vraiment contre-productif, hein. Ça veut dire que prioritairement, le cuir chevelu doit être d'abord apaisé avant d'être traité, tu vois. Faut fonctionner par priorité dans les problématiques capillaires, tu vois. Faut traiter le déséquilibre du microbiome du cuir chevelu parce que souvent il peut être à la source de la chute, en fait. La chute, parfois, c'est une conséquence. On peut avoir des chutes liées à une hyperséborrhée, à un psoriasis. Donc, si tu traites pas, t'équilibres pas le terrain, le cheveu va chuter. Donc, pour moi, la chute n'est jamais prioritaire, sauf si le cuir chevelu est sain. Et dans ce cas-là, c'est une expression de chute pure en réaction. Donc souvent dans les cas des fluviums ou dans le cas d'alopécie qui se déclenche hormonalement, tu vois, comme les SOPK. Mais toujours traiter le déséquilibre du cuir chevelu. Vraiment. Même les pellicules, l'état pelliculaire, c'est générateur de chute aussi. Quand il y a des couches comme ça, si tu veux, de pellicule, de desquamation, comment veux-tu que ton follicule il pousse dans des bonnes conditions? Il peut pas. Donc, il va accélérer les chutes. Il va se dire, mais attends, là, je suis en mode survie, je vais chuter, l'autre poussera peut-être dans des meilleures conditions. Ah, maintenant, c'est toujours, en fait, je suis ensevelie sous une peau en plus, hein. Le psoriasis, c'est de la peau en plus, l'eczéma aussi, je vais chuter. Donc, il faut traiter, et c'est hyper important, parce que souvent, c'est des terrains fongiques. Tu vois, genre vraiment, bactéries, levures suractivées. Et la chute, elle va
normalement se réguler une fois le déséquilibre traité, et ensuite il faudra traiter. Et après, on peut articuler, paralléliser et traiter les deux en même temps. Moi, c'est ce que je fais. Tout simplement parce que sur le cuir chevelu, nous avons des récepteurs hormonaux sur le niveau frontal et que les cheveux adorent les oestrogènes, qui est l'hormone féminine par excellence, mais détestent les androgènes qui ont tendance à avoir pour effet d'emballer le cycle capillaire, et de miniaturiser le cheveu et de fragiliser la fibre. Le stress, il a un effet indirect puisque le stress génère des niveaux plus élevés de cortisol, qui est l'hormone en réponse au stress, et ce cortisol vient par réaction biochimique générer des niveaux plus élevés d'androgènes, donc on retombe sur la même problématique. Et par ailleurs, pour le cerveau, les cheveux ne sont pas du tout des organes vitaux comme peut l'être le foie, le cœur, etc. Ils sont assez accessoires. Ils nous servaient pour nous protéger la boîte crânienne et nous tenir chaud à l'époque. D'ailleurs, au fur et à mesure de l'évolution de l'espèce, nos chevelures ont diminué. Maintenant, le cheveu est juste un apparat esthétique. Donc le cerveau qui ordonne la survie a bien capté ça et a tendance à répercuter tous les chocs émotionnels, les gros stress, les traumas, sur ce qu'il considère comme non essentiel, accessoire, en l'occurrence notre chevelure. Et par ailleurs, comme il y a une énorme division cellulaire, qui dit cellule dit info, ça va être les premières cellules à capter qu'il y a un choc, une perturbation dans l'équilibre de la personne. Alors, c'est des capteurs qu'on oublie parce qu'à nouveau, on pense que c'est juste un apparat, sauf que c'est des capteurs de tout ce qu'on ingère, puisque le cheveu pousse par le sang, hein, et dans le sang, il y a tout. Il y a les nutriments qu'on ingère, la lymphe qui transporte les hormones, une raison de plus d'être sensible aux hormones. On a aussi l'oxygène. Tout simplement parce que déjà, on a tous nos territoires de psychosomatisation. Il y en a, ils vont avoir mal au dos tout le temps, au genou tout le temps. Et il y a certaines personnes, notamment en fonction de l'histoire qu'elles ont avec leurs cheveux, parfois même dans leur transgénérationnel, et aussi de leur réceptivité hormonale. Il y a des gens qui vont être très peu sensibles aux variations hormonales, puisque chez les femmes, vous le savez que dans un cycle, les hormones fluctuent énormément. Certaines ne vont pas réagir, le corps ne va pas répondre quand il va y avoir des variations hormonales, oestrogéniques, progesténiques, et il y a des personnes à la moindre variation, ça va se traduire par une accélération du cycle pilaire. Donc ça, c'est extrêmement aléatoire et par ailleurs, c'est aussi très héréditaire, puisque quand on prend l'exemple de l'alopécie androgénétique, il y a le mot génétique dedans. Cette sensibilité à l'hormone, enfin à l'enzyme la DHT, elle est quand même pour une bonne part génétique, héréditaire. Donc les cheveux sont de vrais capteurs de tout ce qu'on peut vivre. Vous allez peut-être remarquer quand vous êtes dans le métro immédiatement, enfin je sais pas vous, mais moi c'est le cas, je m'attache immédiatement les cheveux et je me le détache juste dès que je sors du métro parce que j'ai l'impression littéralement qu'ils vont capter les énergies, les émotions des gens. Et puis le métro est un endroit très sale. Les cheveux vont littéralement par leurs fibres, hein, la fibre elle s'ouvre, les cuticules se lèvent et vont venir capter la pollution, la poussière. Quand on fait de la peinture chez vous, vaut mieux s'attacher les cheveux parce que là aussi on va capter de la peinture qui va être nocive parce que il y a des métaux lourds dedans. Mais en bref, le cheveu c'est un capteur dans toutes les dimensions, capteur de l'environnement. L'environnement au sens très large, pollution, poussière, ce que je viens de mentionner, et des énergies aussi. C'est pour ça que on l'associe beaucoup à la spiritualité, souvent. Oui, alors no panique quand vos cheveux tombent. Si les cheveux tombent, ça ne sert à rien de les récupérer dans la salle de bain, sur l'oreiller, dans l'aspirateur, puisqu'ils sont programmés pour tomber. Donc c'est OK qu'ils tombent. Ils doivent tomber d'ailleurs pour laisser place à un nouveau cheveu. OK, le processus, c'est vraiment ça. Donc d'un point de vue psycho-émotionnel et pour se tranquilliser, c'est mieux de juste envoyer une intention de laisser partir, c'est OK si les cheveux tombent. Ce que je dois faire en revanche, c'est préparer la repousse et surtout la repousse vigoureuse dans 3 mois. Donc c'est cette notion de cycle dans le cycle, puisque le cheveu fonctionne par 3 mois. En fait. Donc ça veut dire qu'il a été programmé il y a 3 mois pour tomber aujourd'hui. Donc c'est vraiment un truc à intégrer qui intellectuellement est difficile, mais si le cheveu tombe, vous pouvez mettre beaucoup de produits, vous le verrez encore tomber, vous verrez que les effets et vos efforts capillaires dans 3 mois
Eh bien, je pense que c'est, de faire des choses tous les jours. C'est pour ça que d'ailleurs, mon livre il s'appelle Good Hair Day parce que j'aime bien la notion de rituel quotidien et en fait, vraiment, moi je l'ai observé, plus je fais un petit quelque chose pour mes cheveux tous les jours et en fait, ils me finissent toujours par me dire merci, 3-4 mois après, tu vois? Si tu délaisses trop longtemps tes cheveux, tu passes 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans faire de vrais rituels de soins, c'est-à-dire s'appliquer un anti-chute local tous les jours, se faire un bain de poudre de plante, je te dis n'importe quoi avant ton shampoing ou un sérum anti-chute avant shampoing ou enfin, il faut faire quelque chose qui sorte de juste, je fais mon shampoing, mon après-shampoing et je fais à ma journée. Ou de prendre contact avec son cuir chevelu, de se le masser. Pour moi, c'est vraiment important tous les jours de faire une prise de contact avec le cuir chevelu, que ce soit même à travers du brossage, qui est un rituel très simple mais qu'on fait très rapidement. On peut y mettre de la lenteur, de la conscience, le faire d'une certaine manière, s'automasser le cuir chevelu avant de se coucher. Tout ça, c'est hyper important et surtout, c'est patience, persévérance et rigueur, quoi. Parce que le cheveu, c'est long, c'est des cycles longs, il fonctionne par cycle, hein, le cheveu. Donc patience, persévérance, c'est que parfois, il faut faire beaucoup de choses avant de voir les résultats. Donc il faut pas espérer qu'après 1 semaine où j'ai tout bien fait, je vois des résultats. On peut avoir des résultats sur la fibre en termes de brillance, de souplesse. Mais quand on s'attaque au cuir chevelu, les résultats, ils se font voir sur des mini-cycles. Pour moi, des vrais avant-après, c'est 8-9 mois, quoi, minimum, hein, où tu peux voir sur une photo, tu dis waouh, oui, il s'est passé quelque chose, hein. Et rigueur, parce qu'il faut être assez méthodique, quoi. Il faut faire les choses bien, pas à l'arrache. Il y en a qui font des choses, mais un peu le coup de brosse comme ça. Ils appliquent le sérum un peu à l'arrache. Ils prennent pas le temps de bien le faire pénétrer. Et c'est très difficile parce qu'en fait, c'est être en contact avec soi, tu vois. C'est trop facile de se maquiller, tu vois. C'est plus facile. Il y en a qui adorent se mettre de la crème. Mais prendre contact avec cette zone qu'on ne voit pas, dont on préfère. Moi, je vois beaucoup de cheveux, très beaux cheveux, beaux wavy, belle coloration, chevelure dense, et j'observe le cuir chevelu et c'est catastrophe. C'est un cuir chevelu qui est irrité, rosé, des démangés, enfin vraiment des plaques rouges. Ce microcosme, les gens ont du mal à plonger dedans parce que ils se déconnectent. Vrai et faux, parce que avec la lumière et on sécrète plus d'oestrogènes que les cheveux adorent, mais faux parce que ça abîme quand même les longueurs qui ont tendance à être plus sèches, à se casser, donc mich mich. Et non, ça c'est un gros mythe, les cheveux ne poussent pas à partir des pointes, ça ne fait que embellir la fibre, donc ça peut donner l'apparence d'un beau cheveu. Alors, oui et non, parce que sur le blanchissement des cheveux, la perte de la mélanine, elle n'est pas que liée au stress, elle est liée aussi à l'hérédité, et entre autres à plein d'autres circonstances. En revanche, vrai parce que le stress oxyde la mélanine. Non, je dirais plutôt non. Alors ça dépend pour qui, hein. Si tu as un cuir chevelu et de l'hyperséborrhée, pas du tout parce que ça peut accélérer l'état, et faire générer un état, enfin un effet rebond, derrière. Oui, pour des cuirs chevelus secs parce que ça peut aider les glandes sébacées à mieux se comporter. Mais bon, ça c'est un bon vieux truc qu'on a essayé, pendant le confinement. Il y a pas besoin de faire une cure, d'1 mois. Alors, la coupe énergétique, ce n'est pas du tout du bullshit. En revanche, ce n'est pas un miracle non plus. Il y a un vrai effet que vous n'aurez jamais avec un ciseau parce que le tantôt envoie une vibration et vient stimuler la racine. Ok, donc il y a quand même un effet mécanique que je n'invente pas. C'est vraiment la vibration qui vient le long de la fibre et vient comme frapper, réveiller les follicules pileux. En revanche, avec une seule coupe énergétique, bon, il y a des gens qui viennent me dire que leur chute s'est enrayée, que le cheveu est plus fort. Mais ça, je peux pas le promettre à l'avance. Souvent, on recommande de faire plusieurs coupes énergétiques. Il y a des effets quand même assez extraordinaires, mais il n'y a rien de magique, comme absolument rien avec le cheveu. Les gens qui vous diront qu'ils ont le produit miraculeux, ce sont aussi des charlatans. Donc, tout doit se faire avec justesse et bon sens, hein, et discernement.